Et d'ailleurs, vu que tu as dit ça, avant de poser à Guy la prochaine question, on va écouter juste un petit morceau d'une chanson qui s'appelle J'avais 20 ans. Qui n'avais pas 20 ans. Un tas de projets devenus oniriques, ta vie aspirée en cercle concentrique. Un tas de projets devenus oniriques, ta vie aspirée en cercle concentrique, concentrique. Nous n'avions pas 20 ans et nous voulions brûler la vie. Vit-on de temps, 3 mouvements. Vit-on de temps, 3 mouvements. Brûler les espoirs d'atteindre notre cible, la vie n'a de sens qu'en défiant l'impossible. Brûler les espoirs d'atteindre notre cible, la vie n'a de sens qu'en défiant l'impossible, l'impossible. J'avais bientôt 20 ans et je voulais changer la vie. Tu n'avais pas 20 ans et tu voulais brûler la vie. Mais le désir ne meurt jamais. 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 Merci. Non, et ça touche un peu la question aussi. On revient à une dernière question sur Ibni. Vous écrivez dans ce livre à propos de beaucoup des militants qui ont perdu leur vie, soit par les armes ou soit même assassinés. Vous dites une génération sacrifiée, sans que l'on discerne vraiment le sens du sacrifice, ce qui les rend plus inacceptables encore. Ce qui le rend plus inacceptable encore. Et je sais que vous êtes en train d'écrire un livre sur cette époque de votre vie. Si vous voulez nous en dire plus et aussi peut-être quelques leçons à retirer pour les générations futures, qu'ils soient plus sacrifiés. Je crois que c'est très nécessaire d'écrire. Alors, c'est pas par narcissisme que je le fais, mais justement, le livre qui va sortir, je l'espère, avant la fin de cette année, je vais d'ailleurs symboliquement le publier d'abord en Afrique, avant de le publier dans mon pays. Et je crois justement que c'est aussi pour éviter de perdre du temps. J'ai beaucoup dit à mes amis tchadiens, mais qui voyaient, je ne dirais pas l'inutilité de ces sacrifices, parce que beaucoup y ont perdu la vie, beaucoup ont fait des années de prison, beaucoup finalement n'ont pas eu de débouché politique réel. Et je leur disais toujours, mais écrivez, témoignez pour les générations qui viennent, pour gagner du temps. Et moi, j'ai fait ce bouquin sur Ibni. D'abord, c'est un hommage, c'est évidemment une très forte émotion pour moi de l'avoir perdu alors que nous avions tous les deux 59 ans et qu'il avait sans doute un très grand rôle politique à jouer dans son pays. Et je crois que il faut absolument ce que l'on peut faire quand on n'a pas réussi, disons, à changer la vie, changer le monde, comme je dis dans la chanson, c'est de garder ce désir de le changer. Et à mon âge, qui est quand même assez avancé, comme disent les Espagnols, je suis très entré dans les années, il faut au moins témoigner de ce qui a été fait pour ne pas perdre du temps, ne pas refaire les mêmes erreurs ou les mêmes détours, etc. Donc voilà, moi je reste très serein à l'âge que j'ai, et finalement cette chanson que j'ai composée, je n'avais pas 20 ans, est un petit peu le résumé de ma vie, et je vous remercie d'avoir choisi la fin du texte parce que ça finit par le désir ne meurt jamais. Je crois qu'il faut toujours garder son esprit de révolte et son esprit de vouloir changer les choses, et ça je crois que qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, il faut le faire tout au long de sa vie. Je l'ai fait en politique, et si aujourd'hui je le fais dans une expression artistique, c'est parce que je crois qu'elle est encore plus pérenne et qu'elle touche un public parfois plus large. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Juste une autre grande figure de la politique africaine, Laurent Gbagbo, a séjourné chez vous pour 6 ans dans votre appartement à Vitry-sur-Seine de juillet 82 à septembre 88. Et vous avez aussi écrit 2 livres sur la Côte d'Ivoire. L'un, c'est Adieu Abidjan-sur-Seine, où vous êtes vraiment un peu un témoin vraiment oculaire très privilégié, parce que vous êtes dans des moments clous, que ce soit l'affaire de Bembarka dont on parle dans le livre, ou bien aussi le moment où Gbagbo est devenu président et les mots qu'il vous a glissés. Mais je trouve particulièrement rigolo le fait que pendant Bouaké, le député Dano vous appelle depuis la Côte d'Ivoire et vous crie « Qu'est-ce que vous faites les socialistes? L'armée française nous tire dessus !» Et en même temps, un éminent de gauche français vous dit « Tes positions sont dangereuses, vous êtes français !» Alors, je pose la question, pouvez-vous nous raconter peut-être un épisode de l'exil comme l'affaire Ben Barka, mais le livre en raconte des milliers. Et aussi, comment est-ce que vous avez pu gérer cette position médiane entre les protagonistes, d'un côté le Parti socialiste français et de l'autre un authentique panafricaniste comme Laurent Gbagbo? Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, très brièvement, d'abord sur l'histoire, bon, je rappelle, bon, Laurent Gbagbo, effectivement, je l'ai croisé en juin 82, quand, par le biais de la revue Libération Afrique, il a participé à un débat auquel d'ailleurs participait Mongo Betty. Et d'ailleurs, il s'est lié d'amitié avec Mongo Betty. Ils ont publié ensemble un numéro spécial de la revue de Mongo, Peuple noir, peuple africain. Et je dois dire que moi aussi, j'étais très proche de Mongo Betty, que j'ai retrouvé vers la fin de sa vie dans sa librairie Peuple noir, peuple africain à Yaoundé. Donc, pour vous dire, on a été beaucoup à se croiser. Et je dois dire que j'avais déjà croisé un certain Issa Niafaga aussi vers la fin des années 90. Et d'ailleurs, c'est un de ces tableaux qui est derrière moi à l'heure actuelle. C'est un petit clin d'œil que je lui fais. Il a dû le reconnaître. Donc, je veux dire que finalement, artiste politique, écrivain, peintre, politique de haut rang comme Laurent Gbagbo, on a tous vécu dans cette même bouilloire des années 80 et je crois qu'il faut le dire. Maintenant, je dois dire que d'une certaine façon, vous voyez, il y a une photo de l'exil, là, on est très jeune, c'est les années 80, voilà, là c'est à Biarritz, tout à l'heure c'était à Lacanau, on n'a pas passé notre temps sur les plages. Là, sur cette photo, vous voyez, c'est un an avant que Laurent Gbagbo soit président, on est déjà à plus mûr. Et donc, c'est un guitariste et je ne vous cache pas que c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Et là, il y a d'ailleurs Albert Bourgi et un ami tchadien au fond. Sur la photo, oui. Voilà, et il y a un ami tchadien qui nous a quittés et qui était très proche d'Ibn Oumar. Bon, je vois que vous faites défiler des photos du temps de l'exil et là, des photos au moment de l'internationale socialiste. Ces photos-là, il est président. Enfin, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, je n'ai pas eu des positions médianes. Ça, c'est une photo d'exil. Mais je n'ai pas eu une position médiane. J'étais responsable du Parti socialiste français. Je suis resté fidèle à mes convictions. Et effectivement, c'est le Parti socialiste français, notamment à travers son premier dirigeant, François Hollande, qui est devenu après président de la République française. Vous voyez, cette photo, elle est extraordinaire. Vous avez Ibn Oumar, qui est derrière Simone et Laurent Gbagbo. Et au premier plan, c'est un ami nigérien. Et ça, c'est au quai de l'immeuble où j'habite toujours d'ailleurs. Donc, je ne me perds pas dans toutes ces photos. Je reviens à votre question. Je n'ai pas eu une position médiane. J'étais délégué national du Parti socialiste et j'ai toujours conservé les mêmes convictions. Et je me suis trouvé à un moment donné en porte-à-faux avec les dirigeants socialistes français qui avait une autre approche du rapport à l'Afrique. Et ce que je retire comme leçon maintenant à l'âge que j'ai, avec presque un demi-siècle d'expérience politique, c'est que l'État français, qu'il soit dirigé par la gauche ou la droite, reste l'État français et a une attitude qui reste, à mes yeux en tout cas, encore très paternaliste et marqué par des signes de domination. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous voyez le président Macron
la façon dont il s'adresse aux forces politiques africaines, je trouve qu'il y a une certaine arrogance, un certain mépris, cette façon de convoquer des réunions des chefs d'État sahéliens dans la ville de Pau, par exemple, enfin des choses comme ça, des détails comme ça. Après son discours de Ouagadougou en 2017, où il avait d'ailleurs fort peu élégamment dit que le président du Burkina Faso allait réparer la climatisation, je crois que ce qui est dans les têtes de hauts responsables politiques français, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne sont pas débarrassés, je dirais, d'une forme de racisme. Et je pourrais témoigner, je le ferai plus tard d'ailleurs dans un livre qui viendra sur ma période PS, parce que le livre qui va sortir, c'est la période avant que j'adhère au PS. Et donc, quand j'ai entendu des remarques insupportables de hauts représentants de la France, des ministres français, me dire « Oh, tu sais, Guy, un président d'Afrique, c'est comme chez nous un président de conseil général. » Tout juste, ils n'ont pas dit un sous-préfet, quoi. Donc, vous voyez, il y avait ce rapport-là, et ces propos ont été tenus par des gens qui ont été les plus hauts ministres de François Mitterrand. Et je ne parle pas sur des remarques encore plus grossières qu'ont pu me faire certains conseillers Afrique de François Mitterrand lors des années 94, où je m'avais marqué des désaccords très profonds sur la politique de la France au Rwanda. De toutes les façons, c'est tellement émouvant et tellement touchant ce que vous racontez de ces gens, de ces Africains qui luttent pour la liberté et surtout la souveraineté des États africains, qu'on pourrait vous écouter pendant des heures. Je voudrais quand même préciser par rapport à ce que disait Nicoletta. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était en exil, et il était chez moi, donc c'est pour ça que j'ai été témoin de ça, et je l'ai accompagné lorsqu'il a rencontré les services français. C'était d'ailleurs, je me rappelle du nom de l'inspecteur, c'était l'inspecteur Jean-Louis Sabatier. En fait, l'inspecteur, lui, il voulait avoir l'avis de Laurent Gbagbo parce qu'on lui avait raconté aux autorités françaises, et c'était Houphouët-Boigny, que Laurent Gbagbo était prêt à rentrer dans son pays. Et lui, il n'était pas du tout prêt. On avait raconté des salades en fait aux autorités françaises, et les services français qui étaient envoyés par, à l'époque, Pasqua et Pandro, voulaient vérifier la réalité de ces choses. Et les services français, au contraire, ont dit à Laurent Gbagbo, on vous remercie de nous avoir éclairé sur la situation, car nous ne voulons pas d'une nouvelle affaire Ben Barka. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que les services français ne le menacent pas d'une affaire Ben Barka, mais veulent éviter, parce qu'ils veulent éviter de se faire tromper par Houphouët-Boigny, qui leur a assuré que Laurent Gbagbo était prêt à rentrer dans son pays, ce qui aurait été évidemment une occasion tout à fait simple, parce qu'il lui avait même promis un billet UTA en classe affaires ou première classe, je ne sais quoi, pour rentrer. Vous savez bien qu'il peut se passer des tas de choses dans les aéroports. Et à partir de ce moment-là, sachant la gravité des choses, on a eu la chance d'avoir un reportage fait par Pierre Aski dans Libération, qui s'intitulait d'ailleurs « L'Ivoirien n'a pas la côte ». Laurent Gbagbo, l'Ivoirien n'a pas la côte, dans un très beau jeu de mots, mais pour essayer d'effacer ce danger, parce que ça devenait une affaire très publique. Voilà. Ah oui, oui. Mais vraiment, c'est pas une anecdote, c'est une histoire vécue. Oui, que vous avez vécu, votre témoignage est capital, votre témoignage est éclairant, votre témoignage sert comme les livres que vous écrivez pour éduquer la population et pour pouvoir avancer, ne pas faire les mêmes erreurs. Et on vous en remercie. On vous en remercie beaucoup. Donc la presse est importante. Tout à fait. Absolument. Aujourd'hui. Tout à fait. Absolument, c'est devenu aujourd'hui. Y compris les caricatures. Bien sûr. Elles sont parfois mortelles. D'ailleurs, là, on revient sur Issa Niafaga, que moi, personnellement, j'ai connu en 2001. Et parce que j'avais organisé un événement à l'Assemblée nationale pour l'HCR où je travaillais à l'époque. Et on va voir un petit extrait de cette intervention de ce jour-là. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers parlementaires réfugiés, vous sentirez l'émotion me nouer la gorge. C'est normal, je vais y arriver. C'est grâce à cet appel de Paris et à l'occasion du 50e anniversaire du HCR que je me permets ce jour de vous apporter mon témoignage, le témoignage de mon exil. Mon père, un homme très éclairé, me disait « Mon fils,
Dessiner les hommes politiques, c'est très dangereux. Et je n'ai pas écouté. Donc cela m'a valu un séjour en prison, puis des menaces de mort, des représailles, puis la fuite précipitée vers l'inconnu, vers l'exil, sans emmener aucun membre de ma famille. La France a été mon pays d'accueil. Comme la plupart des réfugiés, je n'ai pas choisi mon pays d'accueil, mais je l'ai accepté. Comme le dit si bien ce proverbe bantou qui dit « La vérité, c'est comme le postérieur. On est obligé de s'asseoir avec. » Moi, Issa, je reviens vers vous par rapport à votre exil, votre décision d'aller en exil en Europe et l'impact avec une culture occidentale à Paris. Vous m'avez dit lors de l'entretien pour préparer cette émission que on te prenait pour un fou parce que vous n'arrêtez pas de dire bonjour à toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue, dans le métro, auprès de chez vous. Vous disiez bonjour à tout le monde et les gens vous regardaient les yeux hagards comme si c'était quelque chose de mal de dire bonjour, et même que vos amis, à un moment donné, ont intervenu en disant mais arrête de dire bonjour à tout va, arrête, on n'est pas en Afrique ici. Alors, moi, la question, c'est quel est le genre de distance entre la culture de la gratitude et de la réciprocité ancrée en Afrique, celle qui manquait ici. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire par rapport à votre arrivée et par rapport à l'exemple que je viens de raconter de votre vécu, votre expérience avec les journalistes aussi africains en exil? Je sais qu'en 1999, le JAF a été créé, c'est les journalistes africains en exil, et donc vous étiez vraiment en lien avec eux, et tout le travail que vous avez fait, vous pouvez nous en parler en quelques temps, vous pouvez nous raconter ça, d'abord votre première appréhension d'arriver dans un territoire qui n'est pas le vôtre, où les us et coutumes sont différents, et puis votre vie avec le JAF et les autres artistes en exil. D'accord. Merci beaucoup, Ima, pour cette question. Vraiment, ça me touche énormément et ça me renvoie plus de 20 ans en arrière. Voilà, j'arrive à Paris en tant que jeune artiste plasticien et caricaturiste, et je suis en exil et je n'ai jamais découvert l'hiver. Donc voilà, je découvre l'hiver pour la première fois. Et quelques mois après, je me retrouve comme stagiaire à Charlie Hebdo. Et donc, en Afrique, voilà où je viens. Et je pense aussi qu'à Paris, les gens étaient un peu comme ça avant que Paris ne se développe et devienne une grande ville. Je pense que dans les petites villes, les gens se disent bonjour. Mais quand j'arrive comme jeune exilé, moi, je pense que bon, c'est normal d'être poli dans les transports en commun, dans le métro et tout ça. Ça n'a pas très bien marché parce que les gens ne vont pas répondre, certains vont me regarder de façon bizarre. Et puis, c'est un ami qui va me dire, un ami d'enfance que j'ai rencontré à Paris, qui va me dire, mais non, ici, la culture est différente, quoi. Parce que là, quand tu commences à dire bonjour, la personne va penser que la phrase qui va suivre, c'est parce que tu veux une cigarette ou bien une pièce de monnaie ou tu as faim, un truc comme ça. Donc, j'étais très déçu par l'exil et je voulais même rentrer parce que vous savez que quand vous êtes préparé à partir en migration, vous prenez beaucoup de temps pour vous préparer à ça. Mais quand vous partez en exil, vous ne calculez pas comment vous allez être. Donc, pour moi, j'ai vécu ça un peu comme une injustice. Mais voilà, mon grand frère Mike, qui est décédé aujourd'hui, m'a dit, mais non, c'est pas la peine que tu reviennes au Cameroun juste parce que tu ne rentres pas dans la culture. Essaie de t'adapter, de t'acclimater, quoi. C'est un peu comme ça qu'on t'a éduqué. Donc, c'est alors comme ça que, bon, je retrouve un peu mes marques, je fais mon petit trou grâce aux amis de Charlie Hebdo. Et puis, je découvre un grand réseau d'activistes politiques. Et c'est comme ça que Pun Jawe, mon mentor au Cameroun, commence à nous rendre visite à Paris. Et puis, un jour, c'est comme ça que je rencontre Guy Laberty, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Et donc, on se dit, animé par un sentiment de justice,
on s'est dit, bon, peut-être que, bon, ça a été difficile pour nous, en tant que francophones, d'arriver à Paris et de vraiment s'adapter. Et puis, bon, je n'ai pas dit s'intégrer, hein, parce que le mot intégrer me semble pas très approprié, quoi. C'est un peu, ça prête à la controverse. Donc, et quand on a réussi à comprendre la société, on s'est dit, ben, si des journalistes qui viennent des autres pays arabophones, des autres pays qui ne sont pas francophones et qui doivent s'adapter, ils doivent avoir beaucoup de problèmes. C'est comme ça, donc, on crée JAF, journalistes africains en exil, pour accompagner tous les intellectuels, qu'ils soient journalistes, écrivains, dessinateurs, peintres, des pays qui arrivent en France et qui ne savent pas comment commencer une démarche administrative pour comprendre un peu comment la culture fonctionne. Donc, votre question, Ima, avec la première question et la dernière se rejoignent parce qu'une fois que ça a été difficile pour nous, il fallait donc qu'on puisse faire un peu le tremplin, le plateau, un espace un peu chaleureux ou bien compréhensible, ou bien une culture un peu qui permettrait déjà aux nouveaux arrivants africains de pratiquer aussi le même métier qu'ils pratiquaient avant qu'ils partent en exil en France. Donc, c'était un peu ça. Ah oui, bien sûr, ça s'attend. En fait, vous avez préparé le terrain pour leur éviter de glisser sur des pots de banane que vous avez pris. Donc, c'est très bien cette idée de cette association. Mais je pense que le bon sens veut aussi ça, hein, que ce soit aussi fait pour les autres. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous poser une question un peu psychologique. Hein. Je m'y attendais pas de l'émission. Juste, pouvez-vous nous raconter le début de votre carrière dans la peinture spécifiquement? Vous avez dit au départ que votre mère vous avait encouragé à cela. Et est-ce que utilisez-vous votre art comme thérapie ou comme une manière de se réapproprier une autre forme de pensée qui est comparable à une réappropriation de la culture indigène des Tika, comme la peinture du corps, l'utilisation des cheveux, des coquilles, des couleurs naturelles, les essences naturelles que produit l'environnement dans lequel vous avez vécu? Ok. Merci pour la question, Ima. Donc, moi, je pense que la vie n'a pas de destination. La vie, c'est un voyage qui n'a pas de destination. Donc, quand on vit, il ne faut pas regarder vraiment qu'on a un objectif. C'est-à-dire que à travers la vie, il y a des choses qui se passent. Donc, les courants artistiques et les mouvements culturels que j'ai eu à connaître ou à expérimenter sont les moteurs qui me permettent d'avancer et de défendre les combats que je veux défendre. Par exemple, il se passe quelque chose en ce moment en Europe, il y a une guerre et il y a des populations qui sont persécutées par le même danger, la guerre. Mais l'Union européenne sépare les nationaux ukrainiens des Africains parce qu'ils ont une couleur noire. Donc ça, ce sont des phénomènes qui font que je serai activiste jusqu'à ce que je meure, jusqu'au dernier jour de ma vie. Parce que j'ai du mal à vivre l'injustice, à m'acclimater, à accepter même l'injustice. Et peut-être la différence avec moi et les autres, c'est que les idées que je défends, je peux mettre ma vie en ligne pour ça. Et donc, j'ai même déjà perdu des amitiés pour le Covid, des choses comme ça, parce que il y a quand même le bon sens et puis les autres, des choses qui ne vont pas, parce que cette civilisation a créé des lois qui font que la loi est injuste, elle affecte des gens, mais il y a une partie des gens qui disent, mais ça c'est la loi, mais non. C'était une loi, par exemple, de ne pas faire voter sa femme. Il y a même des lois qui font que quand une femme met le pantalon, elle ne doit pas s'en aller. Elle a besoin de la permission de son mari, des choses comme ça. Des êtres humains. Voilà. Donc, voilà des phénomènes qui font que, quelle que soit l'expérience artistique que j'ai, si quelqu'un a un problème psychologique ou physique, l'art peut soigner cette personne. Et donc, je crée parce que je veux multiplier le bonheur. Moi, je pense que l'art est plus puissant que les discours que les politiques peuvent faire. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent un morceau de musique, même s'ils étaient dans un état très dépressif, ça leur permet de vraiment passer ce moment de challenge et de devenir, de s'épanouir. Donc, c'est important là. Ce n'est pas quelque chose d'inutile.
Voilà, donc c'est pour ça que je crée en fait. Donc, et puis je suis un peintre tribal donc qui a été formé par sa mère dans un village. Oui. Maintenant, en quittant le village, j'allais en ville, j'ai expérimenté la caricature. Mais avant la caricature, je faisais la peinture avec la terre sur des palissades que ma mère m'avait enseigné. Et je ne savais même pas que j'allais être artiste parce que, bon, vivre comme un enfant, fabriquer ses propres jouets et tout ça, donc ça a permis à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Et oui. Donc, je prends tout ça et j'avance. Même l'oppression que j'ai eu au Cameroun, je n'ai pas une rancune avec les autorités camerounaises. Bien au contraire, je suis retourné là-bas. Il y a un projet de développement qui se passe. On fait des choses formidables, l'eau potable. On amène les médecins. Il y a Georges Bouélé au Cameroun, un chirurgien, qui est venu opérer les gens un week-end par an pendant 10 ans. Donc, grâce au travail qu'on a fait. Donc, ça veut dire que, et tout ça, c'est le pouvoir de l'art. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai quand même réussi à rester intellectuel, je n'ai pas trahi mes idées, même si j'ai évolué un peu, souvent Guy me donne un coup de griffe, ça va. mais je pense que tout ça me permet de défendre ce que j'ai à défendre, quoi. Parce que bon, en tant qu'Africain, j'enseigne l'art, j'enseigne aussi beaucoup d'autres choses, je parle beaucoup, mais je fais aussi. Donc, je ne suis pas seulement un conteur, je ne suis pas seulement un parleur, mais je suis un gars qui met la main dans la boue et qui fait une brique, quoi, pour construire peut-être des édifices. Voilà. Et il y a la jeunesse, les générations après nous qui nous regardent, quoi. Voilà, c'est ça. Et dans votre question, vous avez évoqué Guy. Alors moi, je vous retourne la question en disant, mais comment vous l'avez rencontré? Comment avez-vous rencontré Guy? De façon illégale. Ça en dit long, ça en dit long. Je vais commencer à répondre et Guy va finir. Donc, oui. Il y a Pius Njawé, mon directeur de publication, qui est défunt aujourd'hui, qui ne vit plus. Chaque fois qu'il venait à Paris, je venais le chercher à l'aéroport. Et puis un jour, il me dit, on va aller rencontrer un ami qui part en Afrique. Je pense que Guy partait au Cameroun. Et il dit, bon, on a un paquet à lui remettre. Bon, c'était un émetteur radio. Donc, voilà. Et donc, Guy arrive, et puis on fait les présentations, voilà. Et puis, c'est comme ça que je rencontre Guy, quoi. Et Guy part donc avec le paquet. Il me laisse son contact, son adresse et tout. Et donc, je dirigeais une colonie de vacances parce que, bon, j'aime bien enseigner l'art aux vacanciers et tout ça. Et puis, j'ai envoyé une carte de visite à Guy, qui m'avait même déjà oublié, quoi, tu vois. Oui. Je ne sais pas s'il avait oublié, mais bon, il se disait, mais qui le lui a envoyé et tout ça. Donc, c'est comme ça que je rencontre Guy. Mais j'ai oublié l'année. Guy, ça doit être de 1998 99. 99. Donc, c'était en 99. Donc, j'oublie une partie de l'histoire. Donc, c'est comme ça que je rencontre Guy. Et puis, bon, voilà, notre amitié se crée. Et puis, bon, c'est une amitié qui n'a pas de nom. Hein. Voilà. Et alors, Guy, vous, comment avez-vous trouvé le temps de cette amitié, justement, il a répondu un peu en partie, de garder encore le même contact face aux engagements politiques internationaux aujourd'hui? Parce que… Oui. Voilà. Bon, moi, il m'a… ce que raconte… ce que décrit Issa est exact, c'est-à-dire que moi je connaissais Pius Njawé, oui, qui était le patron du Messager, et effectivement cette histoire de l'émetteur, mais je ne sais pas si j'ai pris l'émetteur, hein, parce qu'il m'a demandé, Pius, tu es chargé, etc. Enfin, en tout cas c'est vrai ce qu'il dit. On m'a d'abord en guise de salutation, dit si je pouvais pas prendre cet émetteur de radio, c'est quand même pas très discret, d'autant que j'allais là-bas faire une réunion avec l'opposition camerounaise et le parti de John Fundi. Oui. Alors, c'était un petit peu délicat d'arriver avec un émetteur radio. J'avais déjà, je dirais d'ailleurs que la dernière fois que j'ai voulu aller au Cameroun en 2005, on m'a refusé le visa. Ah, donc, mais malgré tout, ce qu'il dit est très juste. Bon, en fait, il m'a envoyé une carte, et j'ai encore cette carte. Il avait signé Issa. Wow. Et dans ma tête, je me disais, mais qui est cet Issa? Et il y avait un téléphone. Alors donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et c'est en 99. Et c'est vrai que ça a été c'est une amitié très forte qui
qui passe même les continents, puisque maintenant il est à Santa Fe, mais je lui dis que je vais aller à Santa Fe. À Santa Fe le voir. Ah oui, super. D'autant que je suis hispanophone et comme mon anglais est très mauvais, dans le Nouveau-Mexique, il y a, je crois, beaucoup de gens qui parlent espagnol, donc j'y serai à l'aise. Voilà. Mais c'est une amitié qui a maintenant, ben oui, presque un quart du siècle. Et puis, moi, j'étais toujours, même si je faisais de la politique de façon intense, très proche des milieux culturels. Bon, je suis un ami d'Issa, qui est un peintre camerounais, mais il le sait, je suis un pote de Jean-Marie Thénault, qui est cinéaste. Après, on a rencontré Valdo, il y a Valdo en musique. Valdo est à Londres. Bon, aujourd'hui, bon, je suis aussi proche de Jeanne Baudet, qui est romancier d'origine camerounaise également, et c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Afrique, quoi. Oui. Moi, aujourd'hui, Côte d'Ivoire, mon meilleur pote, c'est Goz, le romancier, avec les politiques, etc. J'ai toujours été à la frontière, quoi. Parce que moi, en fait, ça m'est pas venu à 60 et quelques années de faire de la chanson. Moi, quand j'avais 18-19 ans, avant 68, je voulais être chanteur. Et c'est parce qu'on ne m'a pas pris dans un cabaret que je me suis vengé et lancé dans la politique en 68 à 19 ans. Et puis, je me suis remis à recomposer à partir de 2010. Alors, il y a eu une grande parenthèse. Mais dans mon premier CD, il y a une chanson, La Prude, que j'ai faite avant 1968. Donc, oui. Oui, je l'ai enregistrée 53 ans après sa création. Voilà. Ah, oui. Oh, donc, bravo. alors pour en revenir à Issa, ce qui est quand même, on a noué une amitié très forte. Je l'ai accompagné, j'allais à de nombreux vernissages, etc. Et j'ai beaucoup cru dans tout ce qu'il faisait, notamment derrière moi, vous avez une preuve du capillarisme. On allait en parler d'ailleurs. Voilà, alors je vous laisse dire. Oui, non, mais allez-y, puisqu'on y est. Elle est magnifique, cette toile. Alors, vous savez, bon, je ne peux pas tourner, je ne suis pas très fort en technologie. Alors, bon, j'ai beaucoup de tableaux d'Issa chez moi. Dans le salon, il y a derrière, c'est une intronisation. Hein, et vous voyez, au-dessus de la lampe, là, c'est le récupérateur, autant que je me souvienne. Et si je me bouge là, il y a un petit portrait de Mandela qui est au coin, là, qui est fait par Issa. Et puis là, de l'autre côté, il y a la syndicaliste. Enfin, chez moi, il y a 8 ou 9 tableaux de Issa dans les chambres, parce que j'ai aussi d'autres amis et il faut partager les murs. Et tous les peintres qui sont chez moi sont des peintres d'origine africaine, que ce soit de Côte d'Ivoire, que ce soit du Cameroun essentiellement. Et également Franck Ballier, qui est le réalisateur de mes disques, qui lui aussi est artiste peintre et qui est un artiste complet, lui, dans la musique, dans la peinture, etc. Donc, oui, c'est une amitié. Bon, même si on ne se voit plus très souvent, quand il passe entre le Cameroun, la Chine, Santa Fe, il arrive qu'on se retrouve pas trop loin de Beaubourg ou au café au Père Tranquille. Il y a une photo d'ailleurs de nous deux au Père Tranquille. Bon, de toute façon, oui, mais quand on est avec moi, en général, quand on est amis, c'est des décennies. Hein. Ah ben c'est très bien. Guy, ne s'inquiète pas. Quand je passe la prochaine fois, on va se faire un bon dîner, comme dans le. Oui. Ah oui, parce que moi, je suis du Sud-Ouest et bon, c'est des goûts peut-être très petits bourgeois, mais bon, je suis très attaché à la cuisine du Sud-Ouest et des Landes. Voilà. Ah oui. Je voulais dire de Guy qu'il n'est pas né dans le bon continent. Mais bon.